Le 5 février 1972, sur le parking d'un supermarché situé à Vénissieux, à l'est de Lyon, 5 hommes puissamment armés attendent, dissimulés parmi les clients. Leur idée est de braquer les convoyeurs de fonds qui s'apprêtent à transporter la recette du magasin. Donc, ils avaient convenu d'un code entre eux, donc des codes avec l'estafette, quand ils voyaient les convoyeurs sortir du premier étage en haut. Manque de chance, un des convoyeurs était bien descendu en bas, mais l'autre était encore sur les marches. Donc il a immédiatement compris qu'il s'agissait de hold-up, en voyant le fusil de Johnny Chavel, et il a pris son arme et il a tiré sur Chavel. Voilà, donc il a tiré 5 fois avec un 9 mm, et Chavel a été touché à l'épaule, la balle a traversé. Et donc, pour se sortir d'affaire, Chavel a tiré 3 fois avec son fusil à pompe et il a tiré en l'air. Parce que s'il avait voulu toucher le convoyeur, il aurait pu le faire très facilement. Hein. Il était à 5-6 mètres de lui. Pour la première fois, les membres du commando ont ouvert le feu. Ils ont volontairement tiré à côté des convoyeurs. Mais une balle de 9 mm, tirée par un de ces derniers, a traversé le bras gauche, puis le ventre d'un des braqueurs, sans néanmoins causer de dégâts irréparables. L'homme sera soigné sommairement dans un appartement du centre-ville de Lyon, et il s'en tirera, malgré de longues souffrances. Le lendemain du casse de Carrefour Vénissieux, qui a rapporté à ses auteurs la somme de 1,7 million de francs, un événement décisif va se produire, pourtant d'apparence anodine. La scène se déroule en banlieue de Lyon, dans une zone isolée. Une estafette, suivie d'un coupé BMW, stationne sur le bord d'un chemin. 3 hommes discutent, quand soudain, une patrouille de police, intriguée par la présence des véhicules et des hommes, décide d'effectuer un contrôle. Les occupants de l'estafette ont à peine le temps de partir, mais un 3e homme reste sur place. Les policiers ne le savent pas encore, mais ils ont devant eux quelques-uns des braqueurs de Vénissieux, venus là se débarrasser de l'estafette ayant servi au hold-up. Les policiers contrôlent l'individu qui est en règle, mais notent toutefois son nom. Tiens, tu me notes ça dans un coin, tu me contrôles, tu me notes. Edmond Vidal, Edmond. Les semaines passent. L'enquête piétine, faute d'indices. Quand soudain, une affaire tout à fait inattendue va mettre les policiers sur les traces du gang. Un petit truand se faisant passer pour quelqu'un d'autre essaie de négocier avec nous une affaire importante de drogue dans l'espoir de percevoir la prime qui allait toujours avec grâce à l'administration des douanes. Et j'arrive à convaincre cet individu que c'était tout simplement un escroc. Et comme je n'étais pas particulièrement content, il a le choix, mais un choix extrêmement rapide, entre le fait d'être poursuivi et condamné ou de me donner des renseignements importants sur une affaire alors que moi je viens d'arriver à Lyon. Et cet individu, extrêmement troublé, finit par me dire « L'affaire du Carrefour de Vénissieux, ça vous intéresse ?» Et je lui réponds évidemment que oui, ça m'intéresse. Et à ce moment-là, il me dit « Je sais pas grand-chose, je sais vraiment pas grand-chose, mais celui qui a fait ça, c'est Momon. » Et je dis « Momon, c'est qui Momon ?» Eh bien, me dit-il, c'est Momon le ferrailleur. Et je dis « Il n'était pas tout seul. » Il dit « Je ne connais que le surnom d'un de ceux qui l'accompagnaient, c'est un nommé Pipo. » Les noms qui ont été balancés nous ont surpris parce que c'est pratiquement la première fois. Mais enfin, Momon avait déjà été impliqué dans des affaires dans le centre de Lyon. Il avait commis quelques petits larcins. Il était peu connu, mais on ne pensait jamais qu'il avait une telle envergure et qu'il allait reconstituer une équipe capable de telles exactions. Et on constate en particulier qu'ils font preuve de la plus grande prudence pour se rencontrer. Mais on constate aussi qu'ils ont certains itinéraires
nous avons découvert un jour qu'ils allaient en direction de l'église de Tassin-la-Nuit-Lune, et juste auprès de l'église, vous avez un square, et là, 2 personnes sont assises, bien tranquilles, un homme d'un certain âge, qu'on ne connaît pas a priori, qui discute avec Momon Vidal. On les laisse partir, on suit la personne inconnue, et nous identifions Joanny Chavel, bien connu de la justice, mais qui se tenait tranquille depuis quelques années, qui était adjudant en Algérie, chef de commando, et par conséquent, on loge, comme on dit, Joanny Chavel. Et on va continuer à poursuivre nos investigations jusqu'au moment où nous allons établir un certain nombre de membres de ce groupe, d'environ 6 personnes qui se voient sans arrêt et qui surtout disparaissent brutalement pour 48 heures. On n'entend parler de rien, il n'y a pas de hold-up. Et on revoit leur voiture revenir, souvent pleine de boue, et on se demande bien qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Une nouvelle équipe de gangsters est en train de se dessiner aux yeux des enquêteurs. Si les profils paraissent nouveaux, le gang trouve pourtant son origine auprès de 2 personnes bien connues des services de police de l'époque. Ce sont des personnages à la très forte personnalité. Le plus ancien d'entre eux, c'est un gars qui s'appelle Pierre Pourrat, qu'on appelle le docteur en raison de sa prestance, en raison aussi de sa manière de calculer les choses. Donc Pierre Pourrat va commencer une carrière de braqueur, de voleur, surtout de cambrioleur très rusé, et peu à peu va s'intégrer au milieu lyonnais des années 60. Il va travailler un temps avec un gars qui s'appelle Pierre Raymond, qui est un gars du milieu assez violent, assez dur. Il va s'en séparer parce que le gars est trop violent à son goût, mais disons que Pierre Pourrat va faire ses armes dans ce contexte-là. Deuxième personnage important en prélude de l'histoire du gang des Lyonnais, c'est Joanny Chavel, dit Gros Jeannot. Et Chavel, lui, est originaire d'un milieu agricole en ce qui le concerne. Il va naître dans la région de Villefranche-sur-Saône et le jour des fameuses classes de Villefranche, les vagues, le jour de ses 20 ans, il va décider de s'embarquer pour une carrière militaire pour la guerre d'Algérie. Pour développer cette activité de braquage, les Pourrat, les Chavel vont recruter. Et ils vont recruter des jeunes, notamment des jeunes qui montent, et un certain Edmond Vidal. Voilà. Edmond Vidal qui est tombé en prison pour des broutilles, qui a fait des connaissances très solides en prison, notamment Jean-Pierre Grandeboeuf, Christo, qui va être son ami pour la vie. Et donc, sorti de prison, Vidal va être un petit peu comme ça, entre 2 trajectoires, et il va être recruté dans ce cadre-là. Il va être recruté au départ comme chauffeur du gang, de ce qu'on commence à peine à appeler le gang des Lyonnais. Et donc on peut dire que véritablement le gang des Lyonnais va naître à la toute fin des années 60, 1960, début 70. On a vraiment en germe le gang des Lyonnais avec un tout petit groupe, Pourrat, Chavel, Vidal, un caïd aussi qui s'appelle Nicolas Caclamanos, qui est un caïd assez connu de l'époque. Donc on a vraiment là un petit groupe qui sont les précurseurs du gang des Lyonnais. Il était pratiquement impossible d'exercer des filatures sur eux parce qu'ils avaient d'abord des voitures surpuissantes, beaucoup plus puissantes que les nôtres, qu'ils étaient super méfiants. Et évidemment, par exemple, ils attendaient le feu orange pour redémarrer, ils s'arrêtaient en plein milieu d'une rue, ils faisaient demi-tour, donc pratiquement impossible. Devant l'ampleur de cette équipe, on a fait appel à nos amis parisiens, à l'Office central de la répression du banditisme, qui sont venus, qui étaient des spécialistes de la filature, de la surveillance, de l'interpellation. Et c'est pourquoi donc, nous avons réuni nos 2 forces pour affronter cette équipe de malfaiteurs. On a mis tous les moyens. C'était l'époque des premiers micros. On bricolait des postes FM et évidemment, on arrivait avec des
des sifflements dignes des postes de la résistance à capter le micro, et puis il fallait être à bonne distance, etc., etc. Mais évidemment, c'est des techniques qu'on a utilisées. Encore une fois, ça ne me gêne pas du tout de les évoquer parce que c'est un peu Jurassic Park, ces techniques. Mais à l'époque, elles étaient nécessaires et elles étaient productives. Pas toujours. Début 1972, 2 événements consécutifs viennent bouleverser l'enquête. Le 5 avril, les policiers lyonnais sont contactés par leurs collègues de Strasbourg. D'après un de leurs indicateurs, le casse de l'hôtel central des Postes a été effectué par une équipe de Lyonnais. Fin juillet, c'est au tour d'un autre informateur, lyonnais celui-ci, de parler. Ce sont bien des Lyonnais qui ont fait Strasbourg. Pour étayer ses dires, l'indique précise qu'ils ont alors mangé des sucreries trouvées dans une estafette ayant servi au hold-up. Il donne même la marque des bonbons, des Tritz, les mêmes que ceux retrouvés dans la serrure de la poste de Strasbourg. La nouvelle fait l'effet d'une bombe. Ce détail, connu des seuls policiers, leur confirme l'implication de l'équipe qu'ils sont en train de pister. Ils pensaient tenir les auteurs du casse du carrefour Vénissieux, ils tiennent maintenant les auteurs du casse du siècle. Mais les enquêteurs sont encore loin d'imaginer l'ampleur de l'activité de cette équipe, qu'ils appellent désormais le gang des Lyonnais. La surveillance se resserre encore. Les écoutes, les photos, les filatures conduisent les policiers à identifier tous les membres du gang. Mais une chose attire leur attention. Tous sont pratiquement inconnus des services de police et tous sont issus d'une petite ville en banlieue de Lyon, Dessines. C'est une ville qui a une particularité qui va croître sur une industrie, sur ce qu'on appelle l'industrie de la soie. C'est-à-dire que Lyon est très connu pour la fabrication du tissu de la soie, mais avec des méthodes ancestrales, les cocons, etc. Et à l'époque des années 60, il va y avoir une mutation industrielle de la soie avec des méthodes, des teintures, des méthodes chimiques qui font que des industries, des usines vont se développer. Progressivement vont arriver des populations d'origine arménienne. Il y a des Grecs aussi qui vont emprunter ces mêmes chemins de l'immigration et une communauté gitane aussi assez forte. Et dans les années 50, l'abbé Pierre va créer une cité d'urgence, c'est-à-dire des petits chalets d'hébergement qui vont donner lieu à ce qu'on appelle à Dessines le terrain, c'est-à-dire un camp de gitans qui va devenir assez important. Et tous les enfants de cette génération-là vont partager les bancs de l'école qu'on appelle l'école de la soie. Et tous les membres du gang de Lyonnais vont être à la même école, à l'école de la soie à Dessines. Les amitiés qui vont se lier à cette époque-là vont être des amitiés indéfectibles. Ils vont être soudés comme les doigts de la main. Ensuite, quand certains d'entre eux vont rentrer dans le banditisme, et ben cette amitié-là, elle va être inoxydable.